Merci à toi, Romain. Je vais donc laisser la parole à Simon Bréant. Bon, je vais faire quelques remarques. Je vais résister à la tentation de trop revenir sur mes propres expériences, mais j'ai quand même envie ici de saluer la mémoire du spectacle qui avait été organisé par Hervé Charton dans le cadre du mois de la science-fiction à l'ENS, qui avait eu lieu il y a une quinzaine d'années, adapté à partir de La Savane de Bradbury. Enfin, c'était une mise en scène, justement. On avait eu un mal fou à trouver. On voulait avoir un peu tous les arts possibles et imaginables, et on avait eu un mal fou à trouver du théâtre de science-fiction estampillé comme tel. Et effectivement, voilà, ça avait été une adaptation en soi assez originale. Et en fait, alors, je suis pas très sensibilisé aux enjeux du théâtre personnellement, mais en lien avec ce que Frédéric Guignard nous a rappelé sur la question du paradigme absent et sur la question justement de la mise en présence, enfin, la façon dont différents médias peuvent nous mettre en présence d'éléments de science-fiction et la façon dont ils produisent cet effet SF. Eh bien, il me semble que il y a quelque chose effectivement de très difficile à identifier dans l'art théâtral, dans la façon dont l'art théâtral peut se combiner avec la question de la mise, voilà, de la mise en place de la présence de la science-fiction. Et alors, je crois, et ici c'est quelque chose que Romain a bien évoqué, c'est que je crois qu'il y a un certain piège à aller chercher du côté de l'effet spécial, la question de la science-fiction, et c'est quelque chose qui peut-être nous ramène un petit peu à la perspective suvinienne, c'est-à-dire que finalement, ce qui se joue dans une pièce de théâtre qui va agir des questions de la science-fiction, c'est moins le gadget, l'apparence, l'effet spécial, même si ça peut aider éventuellement, c'est la façon dont tel ou tel concept va être imposé sur la scène. Quand on revient à Rure, par exemple, eh bien, les robots sont des acteurs, des personnages. Ils sont parfois représentés avec différents gadgets, enfin, mais en tant que tels, ils ne sont pas forcément à distinguer. Ce qui porte leur étrangeté, c'est leur discours, c'est le concept qu'ils représentent, leurs revendications, enfin, la construction de ce que fait Sapek dans Rure, c'est une revendication de classe portée avec un décalage qui est justement quelque chose qu'on peut analyser en termes de novum suvinien. Et ici, il y a une difficulté, il y aurait une difficulté à importer des questions qui sont les questions, celles du paradigme absent, justement d'Angenot, parce que, eh bien, en un sens, enfin, quelque chose qui n'est pas couvert par cette idée du paradigme absent, c'est tout ce qui est de l'ordre du visuel, tout ce qui est de l'ordre du présent par le médium visuel. Et je me demande ce qu'on pourrait faire pour décaler les propositions, qui sont des propositions que j'assume tout à fait, enfin que je prolonge tout à fait pour Angenot, parce que dans ce que présentait Frédéric, mes critiques d'Angenot, c'est pas tellement sur les propositions qu'il fait que sur leur extension. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment qu'on peut partir de ce que dit Angenot pour proposer une théorie plus générale de l'effet de réel au-delà de la science-fiction, en fait. Donc, c'est une façon, au contraire, de dire qu'Angenot a un potentiel au-delà de la science-fiction. Et donc, dans cette perspective-là, je me demande comment on pourrait réfléchir voilà, un développement de cette idée de paradigme absent pour l'appliquer justement à un médium visuel, voire à un médium qui, plus encore sans doute que l'audiovisuel, dans le théâtre, un médium qui fait interagir la question du texte et la question de la présence et de la mise en scène, de la façon dont le visuel va être pris en charge par justement une performance des acteurs. Et là, j'avoue que bon, là, je touche largement les limites de mes compétences, c'est-à-dire que je ne sais pas trop comment ça peut intervenir, mais il y a une force de jaillissement dans le simple verbe et dans la simple instanciation du verbe par un acteur sur la scène, qui a, enfin, cette force a une force, une action immédiate sur le spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très très difficile à saisir à partir de théories qui seraient des pures théories de sémiotique. Mais bon, là-dessus, encore une fois, j'atteins mes limites. Je ne sais pas si dans les quelques pistes que je viens d'évoquer en retour à ce que vous avez donné, vous avez envie de réagir l'un de l'autre, mais voilà, délibérément, je fais court. Je sais pas, Fred, si tu veux réagir.
Non, moi, en fait, j'étais juste curieux simplement de vous entendre tous et toutes qui êtes spécialistes de SF, au contraire de moi, et qui suis plutôt du côté du théâtre, même si, en fait, je suis censé avoir enseigné la SF pendant 3 ans à l'école polytechnique avec Dominique Kuhn-Westerhoff, justement la directrice de thèse de Fred, puisqu'en fait, ils m'ont engagé, j'avais fait un mémoire sur le théâtre fantastique, et donc c'est à ce titre que j'avais été engagé comme assistant dans le module sciences et littérature, et donc on avait enseigné la science-fiction. Et ce qui posait problème dans le théâtre fantastique, c'est quelque chose d'assez analogue en fait à la question du théâtre de science-fiction, c'est-à-dire que on a dans le cadre du théâtre fantastique une historiographie qui est en 2 phases. Une première très ouverte à la question du théâtre, puisque Nodier et Sand parlent de pièces de théâtre beaucoup, et quand le fantastique est théorisé comme un genre, et comme un genre littéraire, c'est-à-dire comme Todorov, on se met à penser la figure du lecteur et la structuration des textes et ce qu'il appelle des propriétés syntaxiques. Et à ce moment-là, en fait, le théâtre disparaît évidemment, logiquement, du champ de ses préoccupations, et on n'arrive plus à le récupérer aujourd'hui parce que le fantastique n'est plus quelque chose de thématique, il est devenu autre chose. Et donc, dès qu'on vient dire, voilà, ça c'est une pièce fantastique, on se met à nous demander, oui, mais elle est où la narration en mode égétique? Est-ce qu'il y a une focalisation interne au théâtre? Est-ce qu'il y a des points de vue au théâtre, etc. Et donc là, on est ramené vers des problèmes de narratologie qui sont préalables en fait à l'étude du corpus lui-même. Et donc j'ai l'impression que là, pour le théâtre de science-fiction, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait écran. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, ça c'est un spectacle de SF, en fait, on est ramené, nous, en tant qu'historien du théâtre ou analyste du théâtre, enfin critique théâtraux, à des problèmes qui sont antérieurs et qui sont des problèmes vraiment de poétique, de théorie et de narratologie, etc., etc. Donc c'est à cet égard que je suis très curieux de vous entendre, parce que vous avez sans doute des pistes, etc. J'ai bien entendu lu les références bibliographiques listées pour aujourd'hui, parce que tout le monde les a lues, mais voilà. Alors, Marc Atala souhaitait Réagir. prendre la parole. Bon, de toute façon, Romain, on se voit dans 2 heures pour discuter. Mais peut-être que je trouve qu'il y a quelque chose que tu as dit qui me paraît être tout à fait explicite et à creuser. C'est que la plupart des théories qui ont été évoquées aujourd'hui et qui sont en bibliographie sont des théories qui sont appliquées d'abord depuis le régime littéraire. C'est-à-dire qu'on part des textes comme si la science-fiction était d'abord, je dis pas que c'est pas le cas historiquement, mais est d'abord un régime essentiellement littéraire, narratif. Et évidemment, c'est une théorie enfin, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, l'incompatibilité de la question théâtrale, ou du théâtre de science-fiction par rapport aux théories de la science-fiction qui sont évoquées, me paraît tout à fait logique. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que suivant les textes, suivant les théories sur le cinéma de science-fiction, on s'y retrouve avec les concepts qu'on a élaborés aujourd'hui en permanence, le novum, etc., etc. C'est que j'ai l'impression qu'on est passablement en lien avec la science-fiction littéraire et on suppose que les recherches qui ont été faites sur cette question-là, Angenoux, c'est un bon exemple en tant que séméticien, elles sont valables pour toutes les expressions de la science-fiction. Et c'est pour ça que je trouve que ta question initiale, c'est la science-fiction est-elle un genre? Je veux dire, vous avez tous lu Angenoux, mais Angenoux, il parle jamais de la science-fiction comme genre, il parle toujours du genre conjectural et des manifestations spécifiques de ce genre conjectural qu'on peut appeler utopie, dystopie, etc. Donc, il parle même de la science-fiction comme du réalisme ironique ou du réalisme au second degré. Donc, j'ai l'impression qu'on utilise le mot science-fiction comme si englobait un ensemble de phénomènes discursifs, alors que la plupart des théories qu'on a évoquées aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas un problème en soi, mais elles sont quasi exclusivement basées sur des citations littéraires, à part quelques exemples thématiques pris dans d'autres champs. C'est quoi la science-fiction en bande dessinée? C'est quoi la science-fiction en jeu vidéo? C'est quoi la science-fiction au cinéma? Et donc en théâtre. Et je crois que la question que tu poses, elle touche d'autres médiums. Mais évidemment, comme ici, on est plus orienté, en tout cas dans les gens que je vois autour de la littérature, ça pose cette question. Je crois que le théâtre de science-fiction, c'est peut-être bien s'il ne s'appelle pas de science-fiction. Si c'est pour devoir être réintégré avec les outils de la théorie littéraire de science-fiction. Voilà. Irène, peut-être réagir.
dans ce cas, juste très très vite, pour croiser un tout petit peu le fer avec Marc, parce que sinon il va être déçu qu'on l'ait pas fait, il aura l'impression d'être venu pour rien. Et puis parce que, en ce qui me concerne, j'ai effectivement intitulé ma réflexion, il y a une quinzaine d'années, Lecture et poétique d'un genre littéraire. Et je m'inscrivais un peu dans le même esprit que Richard Singelet, qui commençait son livre en disant ceci n'est pas un livre sur la science-fiction. C'est pas une définition de la science-fiction, c'est un essai de repérage de ses fonctionnements. Et de fait, je suis parfaitement d'accord pour penser que le fonctionnement du truc, permettez-moi la familiarité, du truc qu'on appelle science-fiction n'est pas le même dans le texte, dans l'image, dans le son, sur la scène, etc. En revanche, qu'il existe ou qu'il n'existe pas un genre appelé la science-fiction, la question est un peu oiseuse. On l'utilise tous depuis 4 heures, hein, et il est présent dans le discours social. Je pense que ici, le nom de Mathieu Le Tourneux doit être cité. La définition des genres médiatiques ne peut pas se faire en dehors de la reconnaissance de leur présence dans le discours social, et c'est en tant que élément et outils de catégorisation partagée, collective, mouvante certes, hein, Marielle Massé appelait les genres des ensembles flous, et elle a bien raison, mais c'est pas parce qu'ils sont flous qu'ils n'existent pas. Et c'est pas en décidant de s'en débarrasser qu'on règle la question. Donc, il s'agit bien de les prendre en compte, de peut-être ne pas renoncer à l'ambition intermédiaire de leur trouver peut-être des points communs, mais là, pour le coup, je suis, alors que il me semble, moi, j'ai creusé, j'ai essayé de creuser, et je continue de creuser la sémiotique littéraire. Je crois qu'il faut vraiment suivre Mathieu Le Tourneux dans cette direction-là. Le genre, c'est une réalité historique. Elle se définit selon des médias différents, selon les histoires, selon par exemple les périodes, mais en tant que phénomène historique, eh ben, ceux qui le prennent aujourd'hui, et bravo à Romain, Frédéric, Margot, Nadège, ceux qui le prennent aujourd'hui à bras-le-corps sont bien obligés de le prendre dans toutes ces déclinaisons sémiotiques. Et de faire le tri, peut-être d'observer les points de friction, les points de concurrence, les points d'impossibilité et de débat interne, en particulier sur cette question de la présence, du présentisme, du futurisme. J'ai trouvé très éclairante, Romain, ce que vous disiez, mais je me rappelais un truc qu'on avait dit avec Richard Singelet à Fribourg, quand on s'était vu. Les gens, quand ils vont au théâtre, ils vont pas. Les gens, quand ils vont voir une pièce de science-fiction, ils vont pas voir une pièce de science-fiction, ils vont voir une pièce de théâtre. Le terme de science-fiction vient en deuxième, peut-être. Hein. On avait débattu là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça m'apparaît être l'un des témoignages de, finalement, le caractère prioritaire du discours social dans la définition de la science-fiction. Après, quand on s'intéresse à ces fonctionnements formels, on peut peut-être descendre au niveau formel, mais peut-être la priorité, c'est celle du discours social. Ça dépend parce que dans les pièces, parce que c'est ça, c'est pourquoi j'ai insisté sur les usages contemporains, et là il y a un nœud, parce que quand on pense science-fiction théâtrale, en fait il y a 2 périodes, c'est les années 20 et c'est la période actuelle. Ouais. Les années 20, le terme n'est pas utilisé, et donc c'est une catégorisation a posteriori où on voit en fait des pièces d'anticipation avec des préoccupations sociales, etc. Et aujourd'hui, le terme, il est utilisé de manière générale, un peu comme ça, pour référer à un imaginaire, mais dans cette sphère des fictions climatiques, enfin du théâtre climatique, ou alors du théâtre d'anticipation, avec invitation de scientifiques au bord de scène, etc. etc. Là, le terme, il est utilisé, mais comme à... Voilà, là, il y a des frictions. C'est-à-dire qu'il est utilisé, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais on n'utilise pas le terme, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on ne l'utilise pas simplement, en fait? Voilà, c'est quoi le souci qu'il y a derrière? Voilà. Oui, oui.
De ce point de vue-là, la force ou le problème de l'étiquette, il dépasse largement les catégorisations littéraires. Là, on entre dans la question de la façon dont le discours social intervient. Il n'y a qu'à renvoyer au débat qu'il y a pu y avoir autour de l'anomalie, science-fiction ou pas science-fiction. L'étiquette science-fiction reste porteuse d'une interrogation parce qu'elle est associée à une imagerie et à un centre de positionnement, en plus qui sont générationnel, hein, mais effectivement, la question c'est si l'étiquette science-fiction semble réduire la forme esthétique donnée, on ne va pas vouloir l'employer, à tort ou à raison. Mais donc, un peu comme ce que disait Irène de ce point de vue-là, si théâtre de science-fiction, ça donne l'impression aux spectateurs qui vont voir quelque chose qui est une niche ou une réduction du théâtre, ça va moins leur donner envie d'y aller. Et donc, c'est aussi une question de paratexte, hein, simplement. Mais de ce point de vue-là, ça n'engage pas forcément de façon très forte un parti pris esthétique, en fait. Et de ce point de vue-là, effectivement, le fait de penser une esthétique de la science-fiction sans forcément la penser dans une généricité, ça me semble une bonne voie. Enfin. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Simon. Avec toi aussi, Irène, je cherchais le débat potentiel, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé. Mais c'est-à-dire quoi j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'imaginaire de la science-fiction. Je trouve que l'exemple que tu prends est assez intéressant. Je ne vais pas avoir un film de science-fiction parce qu'a priori, la science-fiction, dans ma représentation de mauvaises expériences de lecteur ou de ce que j'imagine être les thématiques dominantes, course de l'espace, etc., va faire que je ne vais pas je vais pas apprécier ce que je vais voir, mais que je n'ai pas encore vu. Et que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une distinction, c'est-à-dire qu'en fait, dans cet imaginaire collectif de ce que c'est que la science-fiction, qui provient, alors lui, du discours social et d'une hybridation de passablement de sources différentes, par rapport à des travaux sur la poétique, etc. Moi, quand je parle à Romain par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que les outils dont on parle, c'est pas la question du genre en tant qu'imaginaire social, c'est la question du genre de la science-fiction tel qu'il est abordé en tant que genre littéraire avec des outils spécifiques. Et que j'ai l'impression que le théâtre de science-fiction, si on veut garder l'appellation parce qu'elle est usitée, mais finalement, elle a aussi beaucoup changé de sens en 100 ans. D'ailleurs, on n'a pas fêté les 100. Ah non, mais on n'est pas encore en 2029. Peut-être que le théâtre de science-fiction, il a inventé ses propres outils, la question de la référence, la question de l'effet technique, la question de ce qui peut, quels sont les points communs quelque part ou les invariants dans les différentes pièces que tu as évoquées, Romain, qui permettraient de créer une axiomatique propre à la question de la représentation scénique. Parce que finalement, vu que la notion de genre de science-fiction, elle est relativement vaste et finalement, elle veut à peu près rien dire, si ce n'est qu'on voit un petit peu ce que c'est, autant en littérature, on a essayé de préciser ce que ça pouvait être la science-fiction, autant en cinéma, il y a des gens qui ont essayé de préciser ce que c'est que la science-fiction. Je pense qu'aujourd'hui, en théâtre, à part quelques chercheurs, effectivement, on n'essaye pas de préciser ce que est le théâtre de science-fiction. Donc forcément qu'on va recourir à des axiomatiques qui sont élaborées pour d'autres types de corpus. J'ai répondu dans le chat à Kevin Pellado sur les distinctions littérature-théâtre. Ça c'est ma thèse, par contre. Ça, c'est exactement ma thèse. C'est-à-dire, c'est les discours sur la lecture, donc sur comment, en effet, durant le XXe siècle, cette idée que le théâtre ne se lit pas comme de la littérature s'impose comme une doxa, en dépit du bon sens. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut le faire si on le veut, il n'y a absolument aucun obstacle. On peut aussi faire autrement si on veut. Il n'est pas question de nier qu'il y aurait une manière spécifique de lire, mais qu'il n'y aurait pas une manière qui serait réservée au théâtre et une autre à la littérature. Voilà. Mais, voilà on peut aussi lire un roman comme du théâtre. Les parties dialoguées, ça marche très bien. On peut tout à fait imaginer une mise en scène, ça ne pose aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Il est 17h20. Merci à Simon Bréant d'avoir accepté cette émission. Merci beaucoup à Romain Gionda aussi d'avoir accepté l'invitation. Merci à Frédéric d'avoir travaillé avec moi et Margot. Merci à Margot. Merci Irène. J'espère qu'on se reverra pour les prochaines séances. Il y en a une le 19 mars, donc sur les croisements entre art science, soft science et science-fiction.
Et on pourra peut-être prolonger les discussions dans les commentaires du carnet d'RESF, le carnet d'hypothèse. Merci à tout le monde.